Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoires électroniques. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie de l'histoire de ce club mythique qu'est l'Hacienda à Manchester. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la conseille vivement. Je vous explique qu'est-ce qui a fait que ce club était culte et puis surtout les débuts très difficiles de l'Hacienda. Dance with me, move your body, your dance with me. This is the Hacienda. Now, it may not look much, but it is the cathedral to house music in Britain. This is the gateway to the dance floor. Ah, une petite chose d'ailleurs, avant de reprendre, à propos du livre dont je vous ai parlé, qui a été donc écrit par Peter Hook, le bassiste de New Order, qui d'ailleurs est sous-titré « How not to run a club », comment ne pas gérer un club, à tel point c'était catastrophique, qui fourmille d'anecdotes, je vous en ai... mais tout ce que je vous raconte, c'est 1/10 de ce qui a pu se passer dans le club. Vraiment, lisez ce livre, c'est très très drôle, c'est effarant ce qui a pu se passer, on se demande comment ça a tenu, mais surtout il y a un film qui existe, 24 Hour Party People, c'est un film documentaire qui relate l'histoire surtout du label Factory de Tony Wilson et du club donc, mais je ne vous en parle pas trop, je vous en dis juste un petit mot parce que c'est un film déjà, c'est pas un documentaire, avec des acteurs, avec l'Hacienda qui d'ailleurs a été reconstruite pour l'occasion, parce que l'Hacienda avait été détruite, donc il a fallu la reconstruire d'ailleurs pour refaire les décors. Bon, mais ça peut donner un aperçu de comment était le club à l'intérieur, mais à vrai dire c'est une version un peu édulcorée, un peu romancée, donc voilà, je me suis plutôt servi du livre qui m'a l'air plus authentique que du film. Mais ceci dit, c'est un film que vous pouvez regarder si vous voulez en savoir plus sur la scène de Manchester, sur la musique de Manchester et sur l'Hacienda. Bon, les choses vont commencer un petit peu à bouger à partir de 1984 où le club va prendre un vrai virage électro. Mike Pickering, donc le booker des DJ de l'Hacienda, c'est lui qui a fondé le groupe M-People, se dit que finalement le travail serait mieux fait par lui-même parce que tous les DJ qui bookent, ils n'arrivent pas à faire le son qu'il a envie d'entendre et donc il se dit qu'il va lui-même devenir DJ et il lancera le samedi soir ses soirées nude. Ce sont des soirées mythiques en Angleterre qui sont documentées d'ailleurs dans des magazines qui vont durer des années. Ce sont des soirées pendant lesquelles on entendra les premiers morceaux de house music. Then I start getting these notes passed to me saying, "Why are you playing this Chicago homo music?" Opened by Factory Records in 1982, the Hacienda was modelled on New York clubs, like the Danceteria. It was empty for the first 5 years, completely empty. And then at the beginning of '86, it began to do some business, and that was where I always used to say Pickering and Part used to play house music. I think Manchester was the epicenter of the whole house scene as such. I mean, there was things happening in London. You know, if you wanted to be a house DJ, it was the place to come. Ce sont des soirées où on entendra les premiers morceaux de house music dès 85-86 et des soirées qui sont extrêmement mixtes, gays, noirs, blancs, hétéros, tout le monde se mélange. Le club aussi fera parler de lui en 1984 puisque une star va venir faire son premier live en Angleterre, c'est Madonna. Madonna, pour sa première apparition télévisuelle en Angleterre, c'est à l'Hacienda que ça se passe. Et puis en 84, c'est aussi l'arrivée d'un promoteur qui va faire les belles heures de l'Hacienda, un promoteur gay, donc Paul Cohns, qui va lancer des soirées gays. D'abord, des soirées en soutien aux mineurs locaux de Manchester. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille un film, alors je me souviens plus le titre, un film qui parle justement de la communauté LGBT qui est venue en aide, en soutien à cette communauté de mineurs qui faisait grève à l'époque pendant plusieurs mois. Bref, la soirée fonctionne et donc Paul Cohns décide de lancer ses soirées le mercredi où il va y avoir une superbe déco, des danseurs, des gogos, des drag queens, et c'est le début d'une longue histoire entre l'Hacienda et la communauté LGBT. Ce sont des soirées où il y avait des gogos accrochés aux cages, dans des cages au-dessus du dance floor, où des douches avaient été installées dans les toilettes, où les flyers
marqué carrément interdit aux hétéros, où il y avait des drag queens qui se bousculaient de toute l'Angleterre. Et d'ailleurs, il s'en est fallu peu à un moment donné que l'Hacienda bascule 100% gay. C'était dans les années 90. L'Hacienda va subir une vague de violence extrême. On verra ça plus tard dans la vidéo. Et les seules soirées qui sont calmes, où il n'y a pas de violence et qui sont rentables, ce sont les soirées gays, parce que les gangsters ne viennent pas dans les soirées gays. Mais bon, au final, Tony Wilson, le propriétaire, préféra quand même garder les week-ends ouverts à tous. C'était un club mixte, mais pas exclusivement gay. Les soirées clubbing commencent à fonctionner, et surtout en 1986, il y a quelque chose qui va tout changer, c'est évidemment la house music. Et ce tournant, il va surtout être lancé par un nouveau directeur qui arrive, Paul Mason. Ce directeur, d'ailleurs, va se faire aider du promoteur des soirées gays, Paul Cons, et ce Paul Mason se rend vite compte que les soirées clubbing sont bien plus rentables que les live. Et donc il va prendre deux décisions importantes qui vont changer la face du clubbing à tout jamais. Et bien déjà, il va fermer l'Hacienda les lundis et mardis, quand même, et il était temps. Oui, ça fonctionne pas en début de semaine, qu'on va arrêter, la catastrophe, et surtout on va limiter les lives, et on va essayer de faire un maximum de soirées clubbing, et ça va tout changer, puisqu'en 1986, débarque la house music, et l'Hacienda va être un des premiers clubs à programmer de la house music et même à faire venir des DJ de Chicago. Figurez-vous qu'en 1987, des gens comme Marshall Jefferson, comme Adonis ou même comme le mythique Frankie Knuckles étaient bookés à l'Hacienda. Enfin, le club se remplit, les files d'attente sur le trottoir commencent à prendre forme tous les week-ends. Ça y est, le club fonctionne et devient le club que tout le monde connaît et qui a fait son statut de club culte. Mais, je vous l'ai dit, c'est pas une surprise, le club perd de l'argent. Encore et toujours. Ça va même empirer déjà parce que l'ambiance commence à devenir un peu électrique. Et oui, il y a beaucoup de bagarres à l'Hacienda. Déjà, le vestiaire, qui je vous rappelle n'était pas prévu à l'origine, est trop petit. Finalement, il était improvisé à un endroit, mais il suffit pas. Je vous rappelle qu'il n'y a que 12 toilettes, donc il y a fréquemment des bagarres, un peu quand même à droite à gauche. Autre problème, l'arrivée de l'ecstasy. L'ecstasy qui va accompagner la house music en Angleterre, qui va accompagner ce mouvement, va poser alors déjà un gros problème, on va voir après, d'addiction, de violence, mais aussi les gens ne consomment plus d'alcool avec l'ecstasy. Ils boivent des bouteilles d'eau, et les bouteilles d'eau, c'est beaucoup moins rentable. Déjà, ils peuvent en boire aux toilettes, et l'Hacienda, fidèle à son principe de lieu culturel et ouvert à tous, ne va pas faire comme la plupart des clubs de l'époque, à savoir mettre de l'eau chaude dans les toilettes. Oui, ça s'est fait, je l'ai vu aussi à Paris, pour que les gens aillent consommer des bouteilles d'eau et acheter des bouteilles d'eau vendues 10 €. Non, l'Hacienda continue à délivrer de l'eau fraîche dans ses toilettes et à ne vendre que les bouteilles d'eau que 2 €. Donc ils gagneront pas d'argent, ils vont même en perdre puisqu'ils ne vendent plus d'alcool. Et puis qui dit drogue, évidemment, dit overdose et dit problème de santé publique. Les ambulances défilent devant l'Hacienda les vendredis et samedis soirs, ça devient un phénomène récurrent, et le summum de l'horreur aura lieu en 1989 puisqu'une jeune fille, elle a 16 ans, une jeune fille va décéder d'overdose à l'Hacienda, Claire Layton. Cette jeune fille va s'écrouler dans le club, ce qui arrive régulièrement évidemment, les cas d'overdose, sauf qu'en général les gens n'y prêtent pas attention, et bien là, il fallait y prêter attention, elle mourra d'overdose dans la soirée, ça n'était
tout simplement jamais arrivé dans le milieu du clubbing dans le monde. Une mort par overdose d'ecstasy, c'est la première fois que ça arrive et c'est à l'Hacienda. L'Hacienda vit son année noire car évidemment, suite à cet événement, eh bien, la police va serrer les boulons, la police en fait presque un principe. Le chef de la police d'ailleurs de Manchester dira qu'il veut à tout prix fermer ce lieu. Il y a une guerre ouverte entre la police de Manchester et l'Hacienda. Mais victime de son succès, l'Hacienda est aujourd'hui menacée de fermeture. En Angleterre, la house music est synonyme de drogue. Selon la police, 80% des jeunes adeptes de cette musique consomment de l'ecstasy, une drogue chimique. La police reproche à Tony Wilson de ne pas avoir su empêcher les dealers de s'infiltrer dans l'Hacienda. Alors pour faire bonne figure, eh bien, les gens de l'Hacienda se disent que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont confisquer les drogues à l'entrée et à la fin de la soirée, ils vont aller remettre toutes les drogues saisies aux policiers. Vous voyez le truc venir? Ah bah oui, évidemment, les policiers, devant la quantité astronomique de drogue qui arrive tous les week-ends, sont encore plus suspicieux et veulent encore plus fermer le club. Bon, ben, finalement, discrètement, les gérants de l'Hacienda vont décider de foutre toute cette drogue à la poubelle plutôt que de la porter à la police. Mais enfin, ça suffit pas, hein. Le conseil municipal ne veut pas non plus renouveler la licence, parce que là, maintenant, il y a un problème de licence qui va se poser, de licence d'exploitation. Et donc, on en vient à placarder des affiches, cette affiche qui va être placardée dans l'Hacienda et aux alentours de l'Hacienda, disant aux gens que la survie de l'Hacienda est en jeu et que s'il continue à se droguer, s'il continue à ramener de la drogue, eh bien le club va tout simplement fermer ses portes. Bon, la licence est finalement renouvelée au grand bonheur de l'Hacienda, mais au grand malheur de la police, qui est très énervée, qui en fait une affaire personnelle. Et puis, l'ecstasy, c'est aussi le trafic de drogue, les dealers et la violence. Et Manchester ne va pas être épargné par cette vague de violence qui va avoir lieu en Angleterre au début des années 90, où des groupes de gangs vont se former pour dealer de l'ecstasy, qui se vend très facilement dans les boîtes de nuit. Et les gangs vont commencer à infiltrer l'Hacienda, ça va devenir de plus en plus violent. La police ne bouge pas, parce qu'elle est quand même bien contente de voir que la situation dégénère, et elle va dégénérer d'ailleurs, puisqu'en 1991, c'est carrément des coups de feu qui seront tirés dans l'Hacienda. Le club va décider de fermer ses portes, parce que là, ils ne peuvent plus protéger leur personnel, face à des coups de feu, ça n'est pas possible. Ils sont censés fermer un mois, et ils vont fermer pendant 5 mois d'affilée, ce qui occasionnera une perte financière de 500 000 €. Le club en profite pour revoir toute sa politique de sécurité et alors là, c'est pire que dans un aéroport. Ils vont installer des portiques en métal de détection d'armes à feu à l'entrée. Ils vont faire appel à une agence de sécurité. Il y aura 50 videurs et 12 doberman. Est-ce que vous vous rendez compte? Un club avec 50 videurs, 12 doberman et un portique métallique de sécurité. Bon, ça suffira pas. Et non, ça suffira pas puisque les gangs continue à infiltrer le club et il va y avoir une véritable attaque un soir où un gang va petit à petit infiltrer le club et surtout arriver en masse et se mettre à tabasser tout le monde à coups de batte de baseball et surtout la sécurité, c'est la sécurité qui en prendra surtout plein la tête et donc du coup l'agence de sécurité dit ça n'est pas possible, on ne peut pas gérer ce club, il y a trop de violence et donc se retire. Et là l'Hacienda est face à un énorme problème, plus personne ne veut assurer la sécurité du club. Alors, quelle est la solution? Quand vous avez des gangs qui infiltrent un lieu, quand la police ne veut pas bouger, quand la sécurité, les agences de sécurité ne veulent pas faire, vous allez chercher encore plus haut. Vous allez chercher la mafia locale et l'Hacienda va décider de faire appel à une famille, les frères Noonan, qui sont extrêmement réputés, mal réputés à Manchester. Ils ont fait de la prison, ils sont accusés de violence, de hold-up, de meurtre. Mais il n'y a qu'eux qui peuvent mater les gangs et donc la sécurité du club va être dévouée à cette famille et à ses frères mafieux. Alors, bon an mal an, ça fonctionne quand même un petit peu. Ça permet à l'Hacienda de tenir. Les frères Noonan sont un peu au-dessus de la masse, ils sont plutôt neutres, donc ils ont une politique, ils disent aux gangs, à tous les gangsters, écoutez, on vous laisse rentrer, on vous fait les consos à demi-tarif, mais il y a une règle d'or, vous ne touchez pas au personnel, vous ne frappez pas et vous n'agressez pas le personnel.
Du coup, oui, il y a un peu moins de violence, les gangsters, les gangs vont s'installer. D'ailleurs, l'Hacienda est réputée pour ça. Vous avez 4 coins avec 4 canapés et chaque coin, chaque canapé sera réservé à un gang. Et malheur au clubbeur qui connaît pas trop le lieu et qui s'aventure dans un de ces coins-là. Oui, parce que malheureusement, ça va pas arrêter la violence. Ça calme les choses, mais ça va pas l'arrêter. Le trafic de drogue et d'ecstasy est toujours présent, ce qui va entraîner des règlements de compte, des bagarres entre gangs, et la violence, l'atmosphère du club devient vraiment très désagréable. D'ailleurs, même les DJ se feront agresser. Mike Pickering, le DJ du début, le DA, le directeur artistique du début du club, se fera agresser dans sa cabine DJ par quelqu'un qui veut qu'il lui passe un disque. Mike Pickering dit non, je suis désolé, je te passe pas ton disque, et le mec sort un flingue. Mike Pickering décidera à la fin de cette soirée de ne plus jamais revenir à l'Hacienda, et même David Morales, le grand David Morales, se prendra un coup de couteau à l'Hacienda. Alors certes, l'Hacienda en 94 est toujours remplie, il y a toujours du monde qui vient. Eh bien, c'est toujours pas rentable, ça n'est toujours pas rentable. Le bâtiment est très grand, très vétuste, et l'entretien même du bâtiment coûte très cher. Il faut repeindre régulièrement les murs, et avec l'humidité, avec le son des basses, eh bien des morceaux de plâtre commencent à se décoller du mur, et même le toit en verre, l'immense toit en verre, commence à montrer des signes de faiblesse. Il est temps d'agir, il est temps de faire des travaux qui vont coûter cher aussi. En plus, on n'est plus en 1986 ou 84 où l'Hacienda faisait figure de nouveauté. L'Hacienda existe depuis maintenant 15 ans presque. D'autres clubs ont ouvert à Manchester. La concurrence est un peu plus rude. Et puis ce qui va encore plus plomber les finances de l'Hacienda, c'est la formidable idée encore de Tony Wilson et de Rob Gretton. Ils se disent, puisque l'Hacienda est remplie et fonctionne, pourquoi ne pas faire la même chose dans un bar? Pourquoi ne pas ouvrir un bar qui permettrait aux gens de venir avant dans le bar et puis après de passer à l'Hacienda? Eh bien, vous savez quoi? Ils vont répéter les mêmes erreurs qu'ils ont fait pour l'Hacienda. On va acheter un immeuble bien trop grand et dans un état de délabrement avancé. L'immeuble fait 4 étages. Seul le rez-de-chaussée sera finalement construit en bar. Ça coûtera bien trop cher de rénover les 3 autres étages qui ne serviront jamais. On va faire ça évidemment dans une rue et un endroit totalement paumé de Manchester. On va avoir bien trop grand, le bar fait 500 places et la journée c'est vide en fait, personne ne vient en pleine journée dans un truc qui fait 500 places. On va évidemment faire appel à l'architecte Ben Kelly pour rénover ce bar, ce qui va exploser les budgets de 50% une fois de plus. Et puis, on va être visionnaire. En 1990, on va ouvrir un bar végétarien macrobiotique. Et oui, un bar végétarien macrobiotique à Manchester en 1990. Autant vous dire que ça va pas marcher très longtemps. Bon, pour la petite histoire, Laurent Garnier fera office de cuistot d'ailleurs dans ce bar. Bref, c'est la dégringolade financière pour le label Factory qui va devoir fermer ses portes, va devoir être liquidé en 1992. Tony Wilson va devoir liquider son label favori, qui sera racheté par une major, et il va se consacrer corps et âme à l'Hacienda, et donc il se dit, on va faire des travaux, on va rénover l'Hacienda pour le rendre quand même un peu plus attractif. Ça coûtera d'ailleurs encore 300 000 €, mais ça va pas changer grand-chose, la fréquentation commence à descendre, et c'est pas cette rénovation qui va changer grand-chose. Ils ont besoin d'investisseurs absolument, car ils continuent à perdre de l'argent. Mais là, il y a un problème, c'est que personne ne veut investir dans l'Hacienda. Le club est invendable, beaucoup d'investisseurs viennent pour voir un peu ce lieu, mais personne ne veut investir. Dès qu'ils voient les chiffres de la compta, eh bien, ils fuient. Figurez-vous que le budget sécurité s'élève à 1 million € par an. 1 million € par an pour la sécurité. Aucun investisseur se dit que ce sera rentable avec un tel budget sécurité. Même Richard Branson, le PDG de Virgin, a voulu acheter le club, et non, il a dit c'est pas possible, je ne le fais pas. Au final, la fréquentation continue de baisser, en 95-96, elle est même divisée par 2, c'est plus 1000 ou 1500 clubbers qui se précipitent aux portes, c'est plutôt 500 ou 600, et ce qui devait arriver, arriva en juillet 1997, l'Hacienda ferme ses portes.
On pense temporairement, mais en fait, elles ne rouvriront plus jamais. En fait, l'Hacienda ne peut plus payer ses dettes auprès de la brasserie. La brasserie, du coup, refuse de livrer de l'alcool et de la bière à l'Hacienda, qui ne peut pas ouvrir sans avoir un bar. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc, bon, ils essayent tant bien que mal de trouver en urgence une solution financière. Et alors là, ce qui va arriver est totalement rocambolesque, hein. Même dans un film, vous l'auriez pas celle-là. En fait, l'agence de sécurité, les frères Noonan, gagnent quand même, je vous rappelle, près d'1 million de livres par an avec l'Hacienda, et donc ils sont quand même pas très contents que l'Hacienda ferme, hein. C'est quand même leur vache à lait. Donc ils viennent voir le manager de l'Hacienda et décident de lui filer en douce du cash, en disant tiens, prends-le et tu payes la brasserie, comme ça au moins on peut rouvrir les portes et on peut fonctionner encore. Le problème, c'est que quand le manager va voir la banque et pour déposer le cash, eh bien la banque prend peur en voyant tout ce cash, en se disant mais d'où ça vient, c'est de l'argent illégal, et décide de garder l'argent et de se payer elle, parce qu'il y a aussi des dettes envers la banque, et donc décide de garder l'argent. Et donc l'Hacienda se retrouve à être un club fermé, donc il ne gagne pas d'argent, qui doit de l'argent à la brasserie, et qui maintenant doit rembourser des gangsters qui lui ont filé du cash. Bon, la situation est quand même pas terrible pour l'Hacienda, qui n'a d'autre situation que de passer en banqueroute, de déclarer faillite, il n'y a pas le choix. The DJ's booth is now being auctioned off, a symbol of the birth of what became acid house and the rave generation. In 1988 and the end of the 80s, the Hacienda was the only big place in the whole of Britain where you could hear house music. It'll always be remembered. It'll always be remembered. I hope. Le club fermera donc définitivement en juillet 1997, hein, sans prévenir, comme ça, du jour au lendemain. Il n'y a même pas eu de soirée de clôture ou quoi que ce soit. Tout le matériel du club sera mis aux enchères, hein, les lights, les escaliers, les rampes d'escalier, les portes, la scène, etc. La chose qui sera récupérée d'ailleurs par Peter Hook, c'est la marque. Il va se battre pendant des années pour récupérer cette marque Hacienda, qui est désormais une marque déposée. Ils font des tournées, ils font des concerts, on va dire, un peu comme les RFM Party Tour, hein, en plus qualitatif quand même. C'est une marque qui fait des tournées à base de DJ et de live de groupes typiques de cette époque-là, des années 90. Quant au bâtiment de l'Hacienda, il va être vendu et désormais ce sont des appartements luxueux, hein, ça a été détruit et ce sont des appartements luxueux qui ont pris place en gardant le nom Hacienda, ça s'appelle les appartements Hacienda. Allez, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là, puisque on est en 2022, l'Hacienda a ouvert en 1982, l'Hacienda a donc officiellement 40 ans, et donc pour les 40 ans, eh bien justement, il a été décidé d'organiser une énorme fête clubbing à l'endroit même où était l'Hacienda, et donc ils ont eu l'autorisation de faire du clubbing dans le parking de la résidence. Et de nouveau, ça s'est pas très bien passé. Bah oui, quand même, ça serait pas drôle sinon. Eh bien non, parce qu'en fait, devant l'afflux considérable de gens qui ont payé un ticket, ils ne pouvaient pas contenir toutes ces personnes-là. Ils ont donc décidé au dernier moment de couper la soirée en deux. Donc en fait, vous aviez accès soit de 6h du soir à 10h30, soit de 11h à 2h du matin, et ça vous n'aviez pas le choix, c'était en fonction de votre billet, et donc les gens apprenaient ça le jour même. Bon, il n'empêche que ça a été quand même une très grosse soirée avec tous les DJ emblématiques de l'Hacienda qui sont venus mixer. On a eu le droit à un set de Greg Wilson, hein, l'ancien, hein. On a eu le droit aussi à DJ Paulette, hein, la DJ qui a fait les belles heures des soirées gays de l'Hacienda. Bref, voici l'histoire de l'Hacienda, le club culte et toute cette musique acide qui a accompagné ce club. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour plus de joie, de bonheur et d'histoires électroniques. À ciao, portez-vous bien, bye bye.